Au début de l'écriture de cette histoire, j'ai reçu la visite d'un ami à Montréal. Comme un livre, les longues routes du Québec sont propices à revisiter ensemble le passé, ouvrir les yeux sur le présent et imaginer un futur. Le parcours de cet ami est, lui, entrelacé entre deux pays. Né en République centrafricaine, il a grandi en France avant de retourner à Bangui à la fin des années 80 et de finalement s'installer définitivement en France. Quand je lui ai dit que je travaillais sur l'histoire du sida depuis la perspective centrafricaine, notamment à travers les recherches de l'Institut Pasteur de Bangui sur les militaires centrafricains, il a aussitôt réagi. Alors, ils l'ont vraiment fait? J'étais étonnée. Tu savais? Ce n'était pas un secret? Non, tout le monde était au courant. Tout le monde connaissait donc l'histoire que je n'avais pas encore racontée. J'y repris curieux. Au courant de quoi? Qu'ils inoculaient le sida aux militaires pour l'étudier, bien sûr. Ce n'est pas cette histoire que je vais raconter pour la simple raison qu'elle n'a jamais eu lieu. En revanche, je vais raconter comment de telles rumeurs ont pu naître et perdurer et quelle part de vérité elles contiennent. Opération Bangui n'est pas seulement le récit d'une recherche biomédicale extraordinaire permise par le contexte postcolonial des années 1980 et 1990, c'est aussi un questionnement sur l'héritage colonial d'une forme de gouvernement mondial de la santé mondiale, et une invitation à le décoloniser. Bienvenue à NDEP, où chercheurs, praticiens et praticiennes discutent de la décolonisation des médecines depuis le continent africain. Je suis Oumi Thiongane, anthropologue de la santé, enseignante à l'université Hassan Sek de Ziguinchor et officier en éthique de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir professeur Pierre-Marie David. Il est pharmacien de formation, sociologue et professeur agrégé à la faculté de l'Université de Montréal. Depuis plusieurs années, il travaille sur ce qui est appelé aujourd'hui la santé mondiale, sur les thématiques de recherche liées aux maladies virales chroniques, aux traitements médicamenteux avec un accent sur des questions de relations de pouvoir et d'équité, notamment pour les traitements anti-sida appelés les antirétroviraux. Dans ce cadre, professeur Pierre-Marie David a beaucoup publié sur le travail clinique lors des tests sur patients de molécules et de vaccins, en analysant la condition des sujets de recherche et les enjeux éthiques qui traversent le champ de la santé mondiale. Il a publié à plusieurs reprises sur l'épidémie du sida et sur la recherche de solutions pharmaceutiques. Entre 2011 et 2015, il a été coordonnateur du groupe de recherche interdisciplinaire sur le médicament comme objet social à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Récemment, il a publié Opération Bangui, promesse vaccinale en Afrique post-coloniale, un petit bouquin dont j'ai lu l'introduction en début de cet épisode. Pierre-Marie David, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Salut, Merci. Oumi. Salut, merci Pierre-Marie d'avoir accepté notre invitation à NDEP pour parler de cet ouvrage que je disais, je rappelais fascinant. On va peut-être, tu vas nous prendre par par la petite main et nous promener dans cette forêt touffue de cette histoire centrafricaine que tu évoques. En fait, tu parles d'une histoire ici embarrassante de la RCA, qui est un pays en fait rendu invisible dans les récits de santé globale. Et pourtant, tu nous dis que c'est un laboratoire, ce fut un laboratoire in situ, et ça l'est probablement encore, pour la médecine mondiale. Raconte-nous comment cette RCA, la République centrafricaine, est devenue un territoire test. Alors, comment la République centrafricaine est devenue un territoire test? Euh, L'histoire que je raconte, en fait, commence finalement avec le retour de la France à la fin des années 70 en République centrafricaine. La France, qui était l'ancienne puissance coloniale,
a toujours été présente dans l'administration centrafricaine depuis la période de la décolonisation. À partir de 65, la Centrafrique veut se rapprocher un peu plus de la Chine. Les Français y voient ombrage et décident de retirer un petit peu leurs militaires tout en gardant une coopération active. Mais à la fin des années 70, c'est l'autoproclamé empereur Jean Bédel Bokassa qui n'est plus fréquentable et qui se retrouve déposé par les forces françaises. Celui-là même qui était régulièrement visité par Giscard d'Estaing, qui l'appelait son cousin, le général de Gaulle, qui l'appelait papa, finalement va se retrouver déposé par les forces armées françaises. C'est l'opération Caban, puis l'opération Barracuda. En fait, le président quitte le pays, ne peut plus, enfin l'empereur quitte le pays, ne peut plus s'y retrouver. Et les Français décident d'y remettre celui-là même qu'il avait dessoudé lors d'un coup d'État de 1966, David Dacko, qui lui ne voulait pas du tout du pouvoir. Donc on est vraiment en plein dans la caricature de la France-Afrique, où la France reprend le pouvoir sur une ancienne colonie avec ses militaires et une forme de voilà d'allégeance de certains politiques locaux. Et donc c'est à partir de ce moment-là où les militaires français reviennent en force en Centrafrique que se développe aussi l'épidémie de sida. Et donc, il va y avoir une conjonction, en fait, entre les présences militaires, à la fois françaises, à la fois centrafricaines, puisque les Français vont beaucoup contribuer à recruter et à augmenter le nombre des militaires centrafricains à cette époque, et le développement de ce qu'on pensait être une épidémie qu'on verra être une pandémie. À certains moments, on ne savait pas si le sida en Afrique était vraiment le même qu'il était au nord. Et finalement, on va se rendre compte que ce territoire test peut vraiment être important pour tester d'éventuels candidats vaccins dans ce qui deviendrait le plus grand marché pharmaceutique mondial. Et comment débute le sida, l'infection VIH sur le territoire centrafricain? Alors ça, c'est une belle question. Ça commence. Alors, il y a plusieurs manières de voir où ça commence. Je pense qu'il y en a une qui est bien d'un point de vue historique, puis c'est bien pour les auditeurs de rappeler en fait d'où vient le VIH, puisqu'en fait, il a été identifié dans les débuts des années 80 aux États-Unis. Mais en fait, le VIH était là de manière latente en Afrique depuis un certain temps. Alors, ce qu'on appelle la phylogénétique, c'est la manière d'analyser le temps des virus. On est capable de remonter à son origine. Et vraisemblablement, son origine serait autour des années 20 en Afrique centrale, aux confins du Cameroun et de la République centrafricaine. Donc, ça fait longtemps que le virus est en Centrafrique, aussi longtemps presque que l'épidémie existe. Alors, ce qui est important de noter, c'est que les gens qui ont pu retracer scientifiquement que c'était dans les années 20, ben, ils se demandaient qu'est-ce qui s'est passé dans les années 20 pour que le virus arrive, puisque on sait maintenant que le virus de l'immunodéficience humaine vient du virus simien, de l'immunodéficience. Or, les singes ont eu de tels virus depuis des milliers et des milliers d'années. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Et donc, c'est ce qui permet aussi de revisiter la manière dont on a exploité le territoire, à la fois centrafricain, mais l'Afrique équatoriale en général, dans les années 20 avec pas mal d'éléments qui peuvent nous aider à expliquer, pas forcément à trouver la cause définitive, mais vraiment à comprendre comment a pu se développer le virus. Premièrement, bah, il y a eu des gens qui ont été de plus en plus au contact avec les singes et qui ont eu besoin de les manger, notamment dans un contexte où il y avait une certaine famine, c'était difficile. Il y avait l'exploitation du latex aussi, et puis les grands travaux coloniaux, en fait, le chemin de fer Congo-Océan notamment qui peut permettre d'expliquer comment éventuellement le virus aurait atteint les grandes capitales, enfin ce qui deviendra les grandes capitales de l'époque, Brazzaville et Kinshasa notamment. Donc c'est vraiment intéressant de voir que premièrement, ben, le virus a été premièrement présent justement en Afrique équatoriale et qu'on peut vraiment analyser les conditions sociales de l'émergence de ce virus. Par la suite, on sait dans les années 80 que ce qui a favorisé le développement
du virus, mais il y a eu plein de déterminants, mais parmi lesquels la pauvreté, les relations, les relations sexuelles, bien sûr, mais les relations de pouvoir qui se jouent sur les relations sexuelles ont été des éléments très forts. La multiplication des militaires aussi Mm. dans des pays de plus en plus militarisés dans les années 80 a beaucoup joué aussi sur la diffusion de l'épidémie. Oui, alors ces militaires, ces fameux militaires, en gros, on retient que l'histoire du sida, c'est une histoire ancienne. En fait, le virus était il y a depuis très longtemps présent en Afrique. Et tu parles de ces militaires qui sont en fait des personnages principaux de ton bouquin et de ton enquête. Et quel est en fait le lien entre l'armée, la santé, cette épidémie du VIH et la coopération postcoloniale? Euh, alors, le lien qui s'est fait, hein, parce qu'il a pas été découvert d'un seul coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, en cherchant à décrire l'épidémie naissante de VIH, il est apparu que les militaires s'infectaient beaucoup. Mhm. Non seulement les militaires localement centrafricains, mais éventuellement les militaires aussi français. Et donc c'est cette époque-là où des études ont été menées pour pouvoir caractériser éventuellement ce qui allait être éventuellement un sida d'importation, c'est-à-dire de militaires français qui travaillaient dans des zones où le virus était fort prévalent et qui auraient pu éventuellement le ramener. Et Donc les donc, militaires à français partir ont de ce joué un moment, rôle dans la diffusion du VIH en Centrafrique, c'est ça que tu veux dire? non, non, Pas c'est le pas sida ça que. n'importe. Non, 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 ils n'ont pas eu de rôle dans la diffusion Enfin, pas directement, mais il y avait cette crainte, en fait, que le sida présent en Centrafrique, étant donné qu'il y avait des milliers de militaires français qui étaient présents, puisse le Mhm. ramener, en fait, en France. Et c'était le grand souci, en fait, des autorités de l'époque dans les années 80. Et D'accord. dans cette optique, on commence à regarder, premièrement, à surveiller la prévalence du sida chez les militaires et les gens qui les fréquentent, La notamment prévalence, c'est la prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées sur le nombre de personnes totales. Donc, si on a une prévalence de 15%, comme c'est le cas à l'époque en Centrafrique, ça veut dire que 15 personnes sur 100 sont infectées par le VIH. d'accord, d'accord. Et donc, on a commencé à travailler sur ces militaires français pour voir les taux d'infection et aussi les gens qui les fréquentaient. Donc, notamment, chaque fois qu'on a des militaires qui sont en campagne, on a des prostituées, des travailleuses du sexe qui fréquentent aussi ces personnes. Et donc, ça nous a permis de voir, en fait, dans des premières études, qu'à la fois, premièrement, il n'y avait pas tant de virus chez les militaires français, ce qui était une bonne nouvelle pour les autorités françaises, mais par contre, qu'il y avait pas mal de virus qui étaient présents chez les travailleuses du sexe qui prétendaient à fréquenter le camp des militaires français. Parce que le camp des militaires Mhm. français n'était ouvert aux filles prostituées qu'à celles qui pourraient avoir une carte de santé qui labelliserait le fait qu'elles puissent fréquenter ce camp. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où on a vu quand même qu'il y avait des taux de prévalence, donc d'infection chez certaines de ces filles, puisque le fait d'avoir le VIH, en fait, empêchait de fréquenter le camp, ben, qui était pourtant très élevé. Donc, en fait, cette première étude était à la fois assez paradoxale, à la fois elle montrait qu'aucun militaire français n'était infecté, mais que beaucoup des filles qui auraient voulu fréquenter le camp, elles l'étaient, ce qui posait véritablement un problème de santé publique. Mais puisque Mhm. cette étude a été menée au sein de l'institution militaire, le seul point qui restait était celui des militaires français et pas le fait que ces taux étaient préoccupants pour la santé publique du pays. C'est fascinant. Et qu'est-ce que, en fait, l'Institut Pasteur de Bangui vient faire là? Est-ce que c'est là où se déroule cette fameuse étude essai clinique? Et quel est son Alors, rôle? Mhm. ouais, cette étude s'est développée à Bouar, qui est une ville de l'ouest de la République centrafricaine, qui a été un camp militaire assez important en fait
à partir de la colonisation. C'est intéressant l'histoire de Boire parce que c'est depuis la colonisation qu'on a eu une présence militaire française là-bas assez importante parce qu'il y avait une dynamique insurrectionnelle, précisément en lien avec l'exploitation coloniale dont on a parlé tout à l'heure, notamment les razzias pour chercher des gens pour aller travailler sur le Congo-Océan. Vous savez, ce grand chemin de fer et de sang Mhm. euh, qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes entre Pointe-Noire et Brazzaville. Et donc, il y Mhm. avait tellement de personnes qui mouraient sur le chantier. Il faut regarder quand même ce qu'est une carte, hein. Où est Brazzaville et où est Boire et où est le Tchad. En fait, on est allé chercher des travailleurs jusqu'au Tchad pour travailler sur ce chantier dans les années 20. Et donc, les gens savaient que peu de personnes revenaient de ça. Et donc, il a commencé à y avoir une insurrection par un médecin traditionnel local qui s'appelait Carnot, qui a été au début d'une rébellion, qui a été maté par les Français avec des armes, une présence militaire. Et donc, c'est de cette époque qu'a daté une présence militaire forte, en fait, là-bas à Boire, dans les années 20, les années 30. Ensuite, au début, après la Deuxième Guerre mondiale, plus structurellement, on a un camp, le camp Leclerc, qui est établi là-bas qui sera désaffecté, comme je vous l'ai dit, milieu des années 60, quand le pays se rapproche de la Chine, mais qui va être complètement réinvesti par l'arrivée des Français après l'opération Barracuda au début des années 80. Et donc, Mhm. c'est cette recherche qui est menée sur les militaires français et donc les prostituées de Boire qui a lieu en 1985-1986, qui sera menée, en fait, les tests sont analysés par l'Institut Pasteur de Bangui, qui est l'institut de recherche qui existe là-bas. Des instituts Pasteur, il y en a beaucoup à travers le monde. Celui de Bangui est né en 1960, donc vraiment l'année de l'indépendance, et a été un institut qui, en théorie, permet de promouvoir la santé publique centrafricaine. Il y a un comité de perfectionnement qui met à la même table le directeur de l'Institut Pasteur de Bangui et le ministre de la Santé. Donc, pour mettre cet institut, en fait, à la fois euh, parer aux besoins de la République centrafricaine et à la fois mener une recherche telle qu'elle se fait dans ce qui était à l'époque le réseau des instituts Pasteur d'outre-mer, puisqu'il y a l'Institut Pasteur de Paris, qui est la maison mère, et à partir de laquelle se sont faits plusieurs instituts Pasteur dans un réseau, et donc par lequel en fait se développait à la fois aussi de la recherche. Donc cet Institut Pasteur faisait à la fois de la recherche et des examens quotidiens, on va dire, pour la population. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, elle ne faisait pas que de la recherche parce que dans ce terrain scientifique, il y a un enchevêtrement de questions politiques, de diplomatiques. Donc, tu as des chercheurs de l'Institut Pasteur, notamment le directeur, qui sont en lien avec le palais présidentiel, donc où se négocie en fait la plateforme de recherche, ses conditions, peut-être. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette conjonction entre diplomatie politique, recherche médicale. Oui, bah, à cette époque, les liens sont tissés serrés, comme on dit au Québec, dans une relation qui est justement, qui n'est plus celle coloniale, mais qui est vraiment celle post-coloniale de ce que Mhm, Jean-Pierre Dozon a qualifié de frère et de sujet. C'est-à-dire qu'on a finalement des médecins militaires qui souvent ont travaillé aussi avec leurs collègues africains, notamment à Santé Navale de Bordeaux. À cette époque, le ministre de la Santé centrafricain a fréquenté Santé Navale à Bordeaux. Le président de la République, le général Kolimba, a été formé militaire en France. Donc, en fait, à la fois, il y a quand même des liens un petit peu hiérarchiques forts, le retour de la France qui a montré sa domination par une opération militaire, et à la fois, ben, on retrouve là des gens qui ont été sur le même banc d'école, en fait, finalement. Donc, c'est ce qu'on appelle, voilà, il y a des liens à la fois amicaux, fraternels et qui intègrent aussi quand même structurellement une certaine hiérarchie, mais qui est difficile en fait à démêler. Tout ça est vraiment lié. Et donc à cette époque, le docteur Alain Georges, qui est directeur de l'Institut Pasteur, est un médecin militaire et à la fois il en réfère à son autorité militaire en France. À mhm, la fois, il connaît très bien Jean-Claude Mention, la personne qu'on a appelé le proconsul, le numéro un bis, celui qui était placé par la DGSE, c'est-à-dire les services secrets français, comme étant le bras droit
du président Kolimba. Et d'un autre côté, le président Kolimba est lui-même un militaire formé en France. Donc ces gens, en fait, parlent vraiment le même langage, ont connu les mêmes personnes, il y a des liens d'amitié qui se font. Et donc, c'est ça qui est important à clarifier. En fait, la situation postcoloniale n'est pas comme la situation coloniale, un moment d'imposition. Ici, c'est plutôt un moment à la fois où on garde des, une hiérarchie des rapports de force qui sont différents, mais qui se déclinent différemment à travers des relations amicales, à travers aussi même la relation scientifique et le langage scientifique. Et c'est de ça que c'est très bien manié le docteur Alain Georges et qui va lui permettre de développer l'opération Bangui, donc cette recherche sur le sida chez les militaires centrafricains, d'une manière tout à fait particulière que permet à cette époque la situation postcoloniale de la France avec l'une de ses anciennes colonies, la Centrafrique. D'accord. Ah, alors, comment, avec ces élites postcoloniales, les coopérants français, en fait, on a mis en place cette opération Bangui. En quoi il consiste? Raconte-nous ce travail clinique qui se met en place. Alors, oui, donc l'opération Bangui, c'est une opération secrète qui vise à transformer les militaires centrafricains en objets de recherche. C'est pour ça que j'ai, à travers ce livre, tiré le film de ce que j'appelle l'extractivisme biomédical. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc le but, c'est quoi? C'est de caractériser le virus chez ces militaires et d'en évaluer sa prévalence, c'est donc sa fréquence chez les militaires et aussi son incidence, c'est-à-dire à quel taux il arrive chez ces militaires. Parce que c'est quelque chose d'avoir 15 militaires sur 100 qui sont infectés, mais combien de militaires s'infectent véritablement par an? Et donc Mhm. tout ça nous permet à la fois de connaître la dynamique de l'épidémie, à la fois de caractériser les virus, mais aussi de préparer un éventuel essai vaccinal pour pouvoir montrer. Si on veut montrer qu'un candidat vaccin est efficace, eh ben, Mhm. il faut mieux bien connaître sa population et avoir une population qui s'infecte beaucoup. Comme ça, avec moins de cas, on arrivera à montrer qu'il y a une véritable efficacité de ce vaccin. Donc l'opération Bangui, c'est un peu ça, c'est la caractérisation d'une population, d'un virus et la préparation euh, de l'évaluation d'un éventuel candidat vaccin qu'on pense être tout proche alors dans les laboratoires parisiens de Pasteur-Mérieux. Quand tu parles de caractérisation, donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas formellement un candidat vaccin. On prépare ce serait un pré-terrain avant en fait l'essai d'un outil technique en lui-même. Voilà, Explique-nous. exactement. Et donc finalement, on pourrait savoir en caractérisant le virus, on pourrait savoir aussi est-ce que l'épidémie de sida est véritablement la même en Centrafrique qu'en France, ce qu'on Oui. découvrira d'ailleurs à travers cette recherche qu'elle n'est pas, puisque finalement les virus qui sont dans le laboratoire de Montagny à Paris ne sont pas exactement les virus qu'on trouve à Bangui. Et Mhm. il était un peu utopique de penser qu'avec un seul vaccin, on pourrait justement combattre ces différents virus. Mais ça, on le découvrira plus tard, au début des années 90. Alors, l'opération Bangui, sa spécificité, ce serait en fait des prélèvements massifs sur des militaires, mais en fait avec un caractère secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Les militaires n'étaient pas au courant en fait qu'on faisait un test sur eux? Exactement. Alors, Alain Georges, qui a proposé cette recherche au président de la République centrafricaine, sait très bien qu'auprès des autorités africaines en général et du président Kolimba à cette époque, le sida est une question très sensible. Non pas parce qu'on le dénie, parce que justement le président Kolimba sait que le sida est important chez ses militaires et a d'ailleurs fait des demandes récurrentes d'ailleurs à l'Institut Pasteur pour l'aider justement pour pouvoir connaître quelle est exactement la prévalence chez ses militaires et pouvoir l'aider aussi pour prévenir, notamment en finançant un centre de transfusion. Mais donc cette idée que donc c'est pas forcément le déni, mais en tout cas pour les autorités, il est important de garder un secret. Et ça, Alain Georges le sait très bien. Il sait aussi que pour avoir les coups des franches et mener une recherche comme bon nous semble, il lui aussi a tout un avantage à ce qu'il y ait un secret. Puis troisièmement, je pense que c'est sa hiérarchie à Paris est assez
est assez, on va dire, favorable au fait qu'on garde ce secret qui permet de garder un coup d'avance par rapport à d'autres candidats vaccins, notamment ceux développés par les Américains à la même époque. Donc finalement, Alain Georges propose au président centrafricain de travailler sur ces militaires pour en examiner la prévalence du VIH et pouvoir éventuellement tester un vaccin dont ils seraient les premiers bénéficiaires, dit-il, et de garder tout ça secret étant donné voilà. Et donc le président centrafricain en fait acquiesce, donne son aval en fait à cette recherche et par une simple signature met le sceau du secret en fait sur cette recherche. Alors, ce sceau du secret, qu'est-ce qui, en fait, le légitime? Est-ce que c'est parce que on est dans le domaine militaire ou est-ce que parce que c'est une question sensible ou parce que, en fait, c'est des questions de rivalité entre puissances postcoloniales? Et on parlera de ce point sur la question des rivalités tout à Ouais. l'heure. Bah oui, effectivement, comme tu le dis, en fait, c'est quelque chose qui est bon, qui est complètement ancré dans la culture médicale, hein. Le fait de dire opération Bangui, c'est déjà bon, opération Caban, opération Barracuda, une manière en fait de caractériser une action sur un mode entièrement, comment dire, orienté vers un objectif très précis et qui ne fera pas de fioritures en, notamment par exemple en réfléchissant à comment mieux faire participer les personnes locales, comment intégrer les gens. Donc en fait, on est vraiment en mission à travers ça et donc on va directement à l'essentiel ou en tout cas ce que les promoteurs de l'époque pensent être vraiment essentiel. Donc effectivement, ça fait partie de cette culture militaire complètement. Ouais. Et en même temps, ça permet d'évacuer des questions éthiques, de consentement, etc. On est quand même dans les années 90 et il y a un certain nombre de codes, notamment de Nuremberg, etc. Il faut respecter certaines exigences en matière d'éthique. Comment, en fait, cette recherche parvient à négocier tous ces enjeux-là? Ouais, ben justement, en fait, à la fois, c'est vrai qu'il y a les codes de Nuremberg, il y a la déclaration d'Helsinki, Mhm, on a tout ce qui s'est passé à Tuskegee aux États-Unis, mais pour autant, on a l'impression que la communauté biomédicale redécouvre l'éthique dans les années 80 et 90. Mais c'est bon, à la fois au niveau mondial, au nord entre autres, hein, les patients aussi ont été très vocaux pour dire que les règles pouvaient être aménagées et que en fait, les patients ne sont pas que des objets comme les autres, etc. Et donc, il va falloir les prendre en compte différemment dans la recherche, notamment en envisageant leur côté participatif. Parce que c'est vrai que les codes précédents, ça a toujours été qu'il y ait un consentement, mais là, en fait, les patients revendiquent un rôle vraiment plus moteur là-dedans. Et et c'est donc, le cas en Afrique aussi, à ce moment-là? était le... Bah, non, justement, en tout cas, moi, ce que j'ai vu à travers cette opération Bangui, c'est que on en reste véritablement à l'inclusion des sujets de recherche comme étant vraiment des objets sur lesquels on travaille. Je pense qu'il y a plusieurs recherches qui ont pu mettre en lumière, en fait, bon, ce qu'on peut appeler des défauts éthiques. Mais moi, en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que les militaires centrafricains, en fait, individuellement, n'ont pas consenti. Mais leur chef suprême a Mhm. consenti pour eux, quelque part. Donc, pour moi, en fait, la question est moins une question d'éthique procédurale, puisqu'en fait, voilà. Toute cette recherche, on verra, a été un gros dérapage éthique généralement, mais que je vois plus par rapport au côté infrastructurel. Parce que c'est pas parce que les militaires individuellement auraient signé un petit papier de consentement Mhm. qu'il l'aurait rendu complètement éthique. Mhm. Mais ce qui compte, c'est qu'en fait, structurellement, on s'engage dans une recherche pour laquelle la question des bénéfices généraux n'est jamais discutée. Et donc, en fait, à qui profite véritablement la recherche, qu'est-ce qui va en être, en fait, n'est jamais complètement discuté de manière transparente, précisément parce que elle est sous le sceau du secret. D'accord. Et d'ailleurs, cette question d'être sur le sol du secret, tu vas dire que ça va permettre en fait finalement d'extraire des ressources corporelles
en quantité, de prélever comme si on était dans la faune, parce que tu utilises des métaphores comme les Ouais. concessions, l'extractivisme, etc. Tu dis que ces patients sont des bio-objets. Et ça permet également d'avoir un double standard en matière d'éthique. Donc, ce qui se passe au nord n'est pas forcément ce qui se passe au sud ou dans des suds différents. Tu parles du cas de la Thaïlande qui parvient à négocier quelques années plus tard un essai clinique dans lequel il y aura, en tout cas, les priorités de la Thaïlande vont être prises en compte, mais ce n'est pas le cas de la RCA. La RCA ne parvient pas à négocier quoi que ce soit sur cette question. Ouais, Et ça, c'est le exactement. secret qu'il permet. Et ça, c'est le secret qu'il permet, oui, effectivement, qui permet en fait à cette recherche française qui se développe de ne pas se poser des questions aussi élémentaires de qui est-ce que je forme avec moi à travers tout ça, quel médecin, quel jeune chercheur j'aide à former à travers ça, en fait, au terme de toute cette recherche qui aura duré une petite dizaine d'années, en fait, aucun étudiant de maîtrise ou de doctorat n'aura été formé là-dessus, aucune personne capable aussi d'émettre ce qu'auraient été les besoins locaux par rapport à la recherche. C'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que, bon, cette recherche a été construite au nord avec des préoccupations du nord. Bon, trouver un vaccin contre l'infection, c'est très bien, mais comment ceci aurait pu être décliné aussi de manière plus locale en fonction des besoins, etc. En fait, tout ça a été wow. Le secret a coupé court en fait à tout ça. Alors que justement, dans d'autres contextes, comme celui dont tu parles, celui de la Thaïlande, le rôle d'intermédiaire joué par l'OMS notamment a permis aussi de faire entendre raison à des instituts américains qui voulaient d'abord tester des candidats vaccins qui euh, ne se référaient qu'au virus qui était présent aux États-Unis et pas celui qui était présent en Thaïlande. Donc là, il y avait aussi un gros problème éthique par rapport à ça et il fallait une entité aussi qui fasse un peu tampon, qui permette de négocier un peu ça. Et donc, il n'y avait pas du tout ça en République centrafricaine, puisqu'il y avait cette relation de frères et de sujets. Donc tout allait se régler peut-être euh, à la fin d'une journée, au coin d'une table, avec une bière, entre responsables politiques. Et donc c'est pas comme ça qu'on peut véritablement intégrer des intérêts et des besoins plus structurels d'une communauté. Ouais. Et par là, je comprends que vraiment, cette relation de frère à sujet, c'est des relations très patriarcales. Et je voulais, du coup, toujours sur la notion et la question et la possibilité d'une stratégie de recherche clinique par le secret, tu évoquais aussi que ça permettait de faire des opérations comme de booster en fait le patient par le vaccin antitétanique, et ce qui provoquerait en fait des effets aggravants sur les médias séropositifs. On se permet en fait finalement, on peut se permettre de faire ces types Bah oui, le de secret permet manipulation. de faire pas mal de choses. Des pratiques comme celles que tu décris se permet aussi d'avoir un certain entêtement. C'est ça que je décris aussi dans le bouquin, c'est-à-dire à partir du moment où le rationnel, la rationalité même de la recherche n'est plus tout à fait claire, puisqu'on a dans d'autres contextes, on nous montre que travailler pour avoir un tel candidat vaccin ne semble pas très porteur, ou en tout cas, il y a plein d'éléments qui font dire que non, mais on, le secret permet de continuer de s'entêter avec cette population qu'on déconsidère aussi. Donc, puisque indirectement, ou en tout cas, c'est cet entêtement qui nous montre en tout cas à quel point on déconsidère cette population, puisqu'on ne se permettrait pas d'être entêté de la même manière avec une population qui serait au nord notamment, puisque en fait, forcément, on aurait eu aussi plus de transparence et des questions politiques qui se seraient posées par rapport à ça. Par entêtement, est-ce que ça signifierait un refus de remise en question parce que ce que je comprends dans la lecture de ton enquête, c'est que finalement cette recherche, elle n'aboutit pas, ou en tout cas, elle aboutit sur des échecs qui vont se démultiplier, et donc ce serait un refus de remise en question. Ça me paraît un peu
moins radical vis-à-vis de la perspective d'un autre historien qui parle vis-à-vis des essais des prophylaxies qui ont été faits en Afrique centrale, de bêtises plutôt. Toi, tu es plutôt sur le positionnement qu'il s'agirait ici d'entêtement. Ça m'a l'air moins radical et moins politique comme perspective. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi Je tu as sais pas, moins choisi? radical, moins politique. Alors, en tout cas, pas nécessairement moins politique, mais aussi assez épistémologique quand même, dans le sens où, en fait, l'entêtement, il se fait, c'est la volonté d'essayer. La volonté Mhm, d'essayer pour prouver. Et en fait, il faut quand même reconnaître que la volonté d'essayer pour prouver, même si toutes les preuves ne sont pas là, est caractéristique de l'avancée de la biomédecine. Y compris Pasteur, quand il vaccine son petit Joseph Meister, aucun comité éthique n'aurait permis qu'il le fasse. Mais il a quand même pris le risque d'essayer ça. Il a mhm, essayé, très bien, ça a marché. Et beaucoup de fois dans l'histoire de la médecine, notamment par rapport à la vaccination, en essayant, ça a marché. Et donc, voilà, certaines personnes se sont dit, puis c'est ce qu'on disait à l'époque du VIH, hein, c'est-à-dire le drame du VIH est tellement grand que ce qui compte, c'est d'abord d'essayer avant de comprendre. Et mhm. donc, on a beaucoup de chercheurs qui sont dans cet esprit-là, qui ont un côté euh, très pionnier. Il y a ce chercheur américain qui s'appelle Don Francis et donc qui a ce côté, on dit en anglais crusader, donc vraiment un esprit de croisée, c'est-à-dire j'y crois. J'y crois en fait, il y a une véritable croyance et donc on va essayer. Et puis voilà, et puis ensuite peut-être qu'on va comprendre. Et en fait, effectivement, le fonctionnement de l'immunité a été beaucoup découvert grâce au VIH. Et donc, en fait, ces personnes se permettent d'essayer, ce qui est un petit peu différent, et c'est là où ça devient politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entêter avec n'importe qui. On ne s'entête pas avec une communauté touchée par le VIH aux États-Unis si elle n'est pas enfin, si elle ne consent pas, si elle n'est pas au courant, etc. Or, on peut s'entêter aussi avec des communautés qu'on dévalorise. Et donc, c'est en ceci que il y a un côté très politique aussi dans certaines manières de mener les recherches et au cœur même de l'épistémologie, c'est-à-dire la manière dont on recherche, la manière dont on pense qu'on peut aller chercher des faits sans prendre du recul. En fait, il y a un caractère très politique qui se joue là, au cœur même de nos manières de rechercher. Dans cette idée de, tu reprends crusader, le terme de croisé, donc je peux, enfin, je peux restituer ça en disant qu'il y a probablement une foi aveugle dans la technique, mais que en fait tout cela est permis finalement sur des corps racisés, hein, c'est plus simple. Et est-ce que ça, c'est ça? C'est propre seulement à la médecine ou est-ce que c'est vraiment une hiérarchie raciale qui participe du travail scientifique, des savoirs scientifiques occidentaux, en fait, et que c'est pas seulement propre à la médecine? Euh, je sais pas, mais en tout cas, la médecine qui prétendument aussi développe un savoir universel qui serait bénéfique à toute l'humanité. En tout cas, comme d'autres sciences, finalement, y participent aussi de manière indirecte. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans ce bouquin, et notamment avec ce contexte, enfin, ce concept d'extractivisme biomédical, parce que de toute évidence, en fait, cette recherche est menée au détriment de certains et au bénéfice d'autres et pas simplement de toute humanité. Alors effectivement, à partir du moment où on a trouvé, ben, peut-être qu'on va partager, et puis c'est Mhm. toujours le grand argument du libéralisme, c'est-à-dire d'abord créons une valeur. Et puis ensuite, on la partagera, même si la création de cette valeur s'est faite au détriment de certains. Eh ben, la biomédecine, c'est un petit peu pareil, sauf que il y avait à cette époque exactement pas toujours beaucoup d'éléments pour prouver ça, parce qu'effectivement, on aurait pu se dire, si on trouve un vaccin contre le VIH, les personnes venant des pays les plus infectés vont être les premiers à en bénéficier. Bah oui, ça c'est vrai, mais dans un contexte dans lequel on a la technologie qui est accessible à tous. Or, finalement, c'est pas le cas et on a
très bon contre-exemple qui est celui du vaccin contre l'hépatite qui a été développé au Sénégal, que tu connais bien et que d'autres chercheurs ont bien travaillé en montrant qu'en fait les corps des personnes noires avaient servi finalement à la prévention des corps blancs en Europe et ce qu'on avait promis que les doses seraient accessibles à 1 dollar au Sénégal en retour ne l'était pas du tout et était accessible au prix du marché, c'est-à-dire 50 dollars et donc inaccessible pour ces personnes. Et donc, en fait, voilà, c'est une manière de rappeler ceci, que la biomédecine, même si elle permet de faire des découvertes qui ont un caractère universel à partir du moment où on trouve des choses, en tout Mhm. cas s'inscrivent aussi dans une dynamique, notamment à partir du moment où on va vers des technologies et l'accès à ces technologies, qui n'a rien d'évident, en fait, en termes de partage. Mhm. Ouais. Ce qui me frappe, c'est que du coup, c'est pas du tout cette caractère extractiviste de la biomédecine fondée aussi sur les promesses qu'on fait hein, sur ces terrains au sud. Ce n'est pas propre qu'au sida, parce qu'effectivement, tu as parlé de l'hépatite B. J'évoquerai le cas de la méningite que je connais plus au Niger. Il y a des, des, c'est documenté à plusieurs reprises que des patients africains soient laissés sur le tas après des essais cliniques dont ils se sont portés sujet-objet, hein, en fait, et que voilà, on se retrouve avec rien finalement, quoi, délaissés Ouais. par des industries pharmaceutiques et le produit Alors, quand il c'est est ce qui s'est commercialisé. passé en Centrafrique, hein. On s'est trouvé avec rien puisqu'on n'a pas trouvé de vaccin. Si on en avait trouvé un, on l'aurait su. Mais le Mhm. problème, c'est qu'on a justement voulu justifier le fait qu'on ne trouve pas de vaccin sur le fait que les militaires, qui étaient les objets de recherche, des bons objets bien disciplinés, se sont mis à s'indiscipliner et à se mutiner. Et donc, c'était un des discours que j'ai eu par rapport à certains chercheurs qui disaient que finalement, on n'a rien trouvé du fait de cette indiscipline, du fait que les militaires étaient des mauvais objets qui se sont soulevés, ils se sont mutinés, ils se sont même tirés dessus entre eux, hein. Donc il y a eu une mutinerie qui a eu lieu en 95-96, mais qui couvait déjà en 93, et en fait qui a fait que des gens qui étaient impliqués dans cette recherche étaient effectivement impliqués dans ces mutineries. Alors, c'est ça qui m'a dérangé beaucoup, en fait, pendant que je faisais cette recherche, cette idée qu'en fait, c'était ce contexte local qui avait fait que cette recherche, cette belle recherche, n'avait pas abouti. Mais quand on y regarde de plus près, en fait, on se rend compte que simplement la stratégie vaccinale qui avait été choisie n'était pas efficace, ce qui n'a rien d'infamant, puisqu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas marché, mais on savait qu'elle ne marchait pas à partir de 93, 94 et même 95. Et puis finalement, bah, cette mutinerie a permis opportunément de clore ce chapitre peu glorieux de la recherche française en République centrafricaine. Et il m'a paru important quand même de démêler ce fil pour bien comprendre que non, premièrement, cette recherche voilà, n'avait pas fonctionné et il faut être transparent par rapport à ça pour pouvoir progresser. Puis deuxièmement, bien reconnaître aussi que la situation qui a amené la mutinerie est exactement celle qui a permis la recherche dans un premier temps, puisqu'en fait, la présence des Français en Centrafrique a beaucoup contribué au recrutement de militaires pour les forces armées centrafricaines, mais aussi pour une garde présidentielle à la couleur ethnique du président Kolimba de l'époque, l'ethnie Yakona, qui ne faisait que 10% de la population du pays. Et donc, à partir du moment où il y a eu un nouveau pouvoir en place en 93, eh Mhm. ben, toute cette garde présidentielle a dû être reversée dans les forces armées, et donc en créant des tensions politiques et militaires. Et donc, en fait, le, le verre était un peu inscrit là, en fait, dans cette politique postcoloniale Mhm. où tout était permis et qui à la fois a permis la recherche et à la fois a créé en fait les braises de l'embrasement qu'on a connu après dans les années 90. Et ça aussi, je pense que c'est important de le reconnaître. C'est pas la faute de la recherche en tant que telle, mais la recherche est toujours en fait à la remorque aussi d'un contexte qu'elle Mhm. doit pouvoir aussi analyser pour véritablement voir si elle est éthique ou pas. Et c'est en ceci que le questionnement éthique sur la recherche est plus structurel que de simplement de savoir si des papiers de consentement ont été signés.
Oui. Alors, j'ai pas noté en fait de résistance en tant que telle ou d'insurrection thérapeutique, comme ont pu l'appeler certains historiens anthropologues de la santé vis-à-vis dans des différentes parties du monde ou des abus en médecine, notamment par exemple des chimioprophylaxies, donc des campagnes préventives forcées ont lieu. Quand ils ont eu lieu au Congo belge. On a pu parler, en fait, on a pu voir en fait des phénomènes de résistance massive très très violente des populations dans l'historiographie et en anthropologie, il y a eu un lien, mais c'est peut-être ça que tu as voulu démontrer, mais tu nous diras un petit peu, quand je relisais de l'introduction, c'est quand même ces événements-là en lien de cause à conséquence, je sais pas, tu nous expliqueras vis-à-vis de l'anxiété, une anxiété sanitaire et de l'obsession du complotisme médical, parce que c'est de cela qu'il s'agissait, en fait, finalement, dans l'introduction de ton livre, de mettre en lien que ces formes d'extraction sous le sceau du secret, en plus, vont encourager ces types de phénomènes au milieu de la santé publique. Est-ce que tu peux me dire dans le cas sur ton terrain, comment ça se concrétise? Oui, bah, ça s'est concrétisé en fait par ce que rétrospectivement je vois comme un certain aveuglement, c'est-à-dire que on voulait recruter de nombreux militaires pour les prélever Mhm. et pour faire tout ce qu'on a dit qu'il fallait faire avec cette recherche, et on se rendait Mhm. compte au fur et à mesure que il y avait de moins en moins de militaires qui étaient présents dans les casernes au moment des prélèvements. Et donc D'accord. ça a posé pas mal de questions. Pourtant, on leur servait un jus, du pain et des sardines après. Et de toute évidence, cela ne suffisait pas en fait pour le prélèvement. Et donc, ce qui a été vu, c'est que les militaires, et notamment en fait, il y a beaucoup de papiers scientifiques qui parlent aussi de l'acceptation du vaccin dans les années 90. Et en fait, toutes les études qui sont faites sur les militaires, on voit qu'il y a une grande acceptation des vaccins en général. Et Mhm. en fait, ça s'est traduit de la manière suivante, qu'en fait, pour permettre d'avoir plus de monde dans les séances de recrutement, on a Mhm. proposé aussi des vaccinations. Le militaire ayant pour outil de travail son corps, il est important qu'on le renforce. Et un vaccin qui renforcerait son corps, on le comprend très bien, que ça pourrait aussi être vu de manière positive. Et finalement, on se retrouvait dans cette situation très, très ambiguë où au même moment qu'on prélevait pour une recherche sur le sida. Au bout d'un moment, ça se savait, hein, même si c'est resté secret. Il y a des milliers de militaires qui étaient prélevés, donc ça se savait. On était prélevés pour le sida au même moment qu'on nous faisait une injection de vaccin. Et donc, on comprend très bien comment des rumeurs comme celles que j'évoquais au début du livre ont pu naître, c'est-à-dire qu'en fait, et ces rumeurs, en fait, même j'ai rencontré des médecins militaires de l'époque, des gradés qui eux-mêmes étaient éduqués, etc., en fait, se sont posé les questions. Est-ce que pendant qu'on nous prélève, on n'est pas en train de nous mettre quelque chose d'autre que le vaccin qu'on nous dit? Et donc, en fait, on voit que bah, cette recherche a aussi quand même des ramifications politiques qui sont fortes, et certains aveuglements peuvent avoir des conséquences qui sont assez grandes et non maîtrisables en termes de rumeurs qu'il peut y avoir par rapport à ça. D'accord. Et tu as mis en exergue, même si tu as mis la question raciale, en fait, qui traverse toute l'histoire de la biomédecine, des biais racistes, mais dans ton travail d'analyse, il y a ces fameuses actrices qui sont les épouses des militaires et les prostituées qui jouent aussi un rôle important. Elles n'étaient pas informées de leur statut sérologique, alors que les militaires centrafricains, il y a un moment, il a fallu leur avouer leur statut. Comment, en fait, tu travailles ces questions de biais sexistes en interaction avec la question raciale? Ben, je les travaille peut-être pas assez déjà parce qu'en fait j'ai pas pu interviewer beaucoup de militaires et comprendre vraiment comme qu'est-ce qu'il y avait de l'expérience vécue
qui se jouait à ce moment-là. Mais Mhm. ce qui était important pour moi aussi, c'était de voir que finalement, ces militaires qu'on inclut de manière voilà, opportuniste dans cette recherche, finalement, ils sont au garde à vous. On en profite aussi pour recruter en même temps leurs relations sociales. Et c'est toujours c'est un problème qui est grand hein, dans la recherche quand on pense qu'on a affaire qu'à des individus qui sont Mhm. atomisés, etc. Bah oui, on inclut un objet, mais sauf qu'un objet, c'est l'être humain qui est un sujet par définition en relation. Et à partir du moment où on met un sujet en relation comme objet d'une recherche, eh ben on inclut aussi ces relations. Et effectivement, les femmes, Ouais. les compagnes, etc. de ces militaires se sont retrouvées inclus dans cette recherche. Ça, c'est un point qui pose vraiment question et qui à la fois a été un point très productif de cette recherche. C'est comme ça qu'on a pu voir qu'il y avait des personnes qui étaient exposées mais non infectées. Mhm. Alors, quand on a un couple sérodiscordant qu'on suit depuis 2 ans et que ça reste que la personne, l'homme est infecté, la femme n'est pas infectée, ou vice-versa, pendant une certaine période, bah, ça nous permet de nous poser de nouvelles questions. Et en fait, c'est comme ça que cette recherche aussi a mis en lumière d'autres choses, qui étaient ces personnes exposées mais non infectées. Et donc, il y a eu toute une recherche qui a été faite en réseau dans d'autres instituts Pasteur, à partir de cette expérience de Bangui et de l'inclusion des conjointes des militaires pour travailler cette question et voir qu'est-ce qui, dans l'immunité des personnes, leur permet d'être aussi longtemps exposés mais non infectés. Est-ce qu'il y a quelque chose, une barrière qui empêche le virus de venir? Est-ce qu'il y a quelque chose etc. Et donc, ça a été toute une manière de régénérer les questions au niveau de l'Institut Pasteur et de Mhm. créer des réseaux pour regarder si de tels objets existaient ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'à la fois, ce qu'on a qualifié comme étant un échec de cette recherche a eu Mhm. d'autres effets très productifs, à la fois de raviver un réseau des instituts Pasteur qui était, comment dire, vieillissant et qui en fait s'est retrouvé réanimé, notamment à la faveur de toute l'équipe qui a travaillé à Bangui, mais aussi à la faveur de nouveaux objets de recherche qui ont été produits par la recherche, même si c'est pas exactement l'objet qu'on cherchait au début, qui était Ouais. celui d'un vaccin. Oui, parce qu'en fait, finalement, les sites d'essai dans les Suds, en fait, notamment pour la France, ça permet une espèce de pouvoir se redéployer, un redéploiement peut-être post-colonial. Tu cites l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui est sur place, qui peut se redéployer parce qu'on est quand même en zone de crise en Afrique centrale, qui peut se redéployer en Côte d'Ivoire. Et puis quand ça marche pas, cet entêtement, on va pouvoir aller à l'Institut Pasteur de Phnom Penh, continuer sa carrière, etc. C'est très, très intéressant. Et j'aimerais un petit peu qu'on fasse un petit peu un zoom, enfin pas un zoom, justement un recul pour voir au-delà de la RCA, il y a des enjeux géopolitiques. En fait, la France n'est pas seule et c'est peut-être là où aussi se joue la question du secret important. C'est ici aussi le terrain de ce que j'ai compris d'une guerre froide scientifique entre puissances occidentales. La France n'est pas seule, en fait, en Ouais. RCA. Bah, en fait, oui, tu dis guerre froide scientifique, c'est vrai que par rapport au sida, il y a eu cette, en tout cas, une guerre froide, entre guillemets, entre la France et les États-Unis, notamment pour savoir qui avait découvert véritablement le virus, avec des implications économiques assez grandes, puisque celui qui a vraiment découvert le virus est celui qui va pouvoir réclamer les droits de brevet sur d'éventuels tests de dépistage, etc. Et Mhm, effectivement, en fait, les États-Unis aussi sont très présents pour pouvoir trouver des terrains de débouchés pour leurs candidats vaccins. Il y a beaucoup de compagnies de biotech qui se développent aux États-Unis à cette époque et qui font concurrence à Pasteur, Pasteur Mérieux, en fait, qui est la grande institution de recherche d'un vaccin française. mhm. Et donc, en fait, il y a cette lutte, en fait, pour trouver des territoires de débouchés pour montrer l'efficacité de candidats vaccins. C'est hyper important parce que les territoires pour montrer ça ne sont pas disponibles au nord. Les gens s'infectent pas assez, on va pas pouvoir avoir des essais cliniques.
En 1994, les NIH, donc les instituts de recherche américains, disent que on ne pourra pas faire vraisemblablement d'essais de phase 3 sur le territoire américain. Mais ils laissent ouvert la possibilité à ce qu'on fasse des essais de phase 3 là où la prévalence est assez grande, donc dans les pays du Sud. Et donc c'est comme ça qu'en fait, l'OMS va aussi contribuer à essayer de permettre de développer des territoires d'essais cliniques en retenant 4 sites en Ouganda, Mhm. au Rwanda, en Thaïlande et au Brésil. Et donc, voilà, donc on a parlé au début de l'émission de comment l'OMS avait joué un rôle d'intermédiaire pour le cas de la Thaïlande. En Ouganda aussi, l'idée, c'est de travailler avec des militaires, cette fois-ci plus avec des instituts de recherche américains. Il y a pas mal d'intérêts américains depuis les années 80, en fait, pour stabiliser la situation dans la Corne de l'Afrique. Les intérêts américains sont grands, les militaires sont là aussi pour appuyer aussi le recrutement des militaires ougandais, dont le rôle dans le développement de l'épidémie en Ouganda a aussi bien été montré à la fin des années 80. Donc, effectivement, on a ces enjeux. Puis aussi, la Côte d'Ivoire est un grand lieu de tension entre la recherche française et la recherche américaine à différents moments, hein, pour la prévention de la transmission mère-enfant, pour plein de choses. Donc on est vraiment dans ce contexte aussi quand même d'une guerre scientifique dans laquelle on veut faire arriver notre technologie en premier et pour laquelle le secret est toujours une manière de se garder un coup d'avance par rapport à la concurrence. Mhm. Tu nous as montré durant tout ce livre, cette enquête vraiment passionnante, palpitante, les conflits d'influence via les épidémies, les laboratoires en médecine, tout ce qui est l'extraction, hein, qui est un de ces formes de possibilités, en tout cas de la médecine, ou en tout cas quelque chose qui est au cœur de sa pratique. J'ai envie de te demander qu'est-ce que tu apporterais comme réflexion sur la manière de désinféoder la recherche biomédicale de la pratique ou de la question extractiviste? Je pense que il y a sans doute beaucoup d'éléments et il y a pas mal de gens qui travaillent sur la décolonisation de la santé mondiale, etc. Moi, ce que montre ma recherche, c'est que de Mhm, toute évidence, la réaffirmation d'un vieux slogan qui doit être plus qu'un slogan, qui doit véritablement être une politique, c'est-à-dire la santé pour tous, est un vrai moment qui permettrait de décoloniser la recherche, puisque de toute évidence, la recherche, enfin, ce qui rend il y a le côté enfin, colonial de la recherche, ou en tout cas se joue véritablement en fait dans l'opportunité d'avoir des corps qui sont rendus disponibles, ce que Grégoire Chamaillou a appelé des corps vils. Qu'est-ce qui rend ces corps vils? Qu'est-ce qui rend ces corps en volonté de rentrer dans une recherche? Ben, c'est d'avoir à travers la recherche des soins auxquels ils n'ont pas accès régulièrement. Et mhm, donc, en fait, tant qu'on aura un système, enfin, des personnes qui n'ont pas accès aux soins et que la recherche leur permet d'avoir accès aux soins, ben, on mhm, sera toujours dans une situation qui permet une forme d'extraction et d'exploitation. Et donc, il faut véritablement réfléchir, en fait, et là, c'est pas juste un problème de séquence, mais qu'est-ce qu'on veut d'abord? Est-ce qu'on veut d'abord chercher et ensuite soigner? Alors, c'est ce que font beaucoup de gens, hein. Si je peux pas chercher, ben, je pourrais pas vous soigner. Ou est-ce qu'on veut d'abord soigner, et puis ensuite rechercher du mieux qu'on pourrait éventuellement? Et donc là, il y a véritablement, en fait, deux paradigmes à la fois de recherche biomédicale et même de politique de santé, je pense, qui se joue là derrière. d'accord. Bah, j'ai envie de te demander, Pierre-Marie, vraiment sérieusement, ton livre est tellement passionnant, on en fait un film quand? Eh bien, quand tu veux, Oumi. D'accord, donc le prochain projet artistique sur la médecine coloniale et les enjeux décoloniaux, on va les transposer à Nollywood peut-être ou aux studios sénégalais de production. En tout cas, ce n'est pas à exclure. Merci pour cette conversation Merci pour passionnante. l'invitation, Oumi. Rendez-vous au mois prochain pour un nouvel épisode de Nope.